Bonjour. Merci de participer à ce talk stratégie Le Figaro, consacré à la défense. Vous êtes député de Paris, vous êtes ancien ministre, vous êtes coordonnateur du projet défense de François Fillon. Et nous avons sur ce thème de la défense quelques questions à vous poser, notamment, simple remarque d'abord, 2 ans après les attentats, alors que la France est en guerre contre le terrorisme, les questions de défense et de sécurité, finalement, ont été assez peu présentes jusqu'à présent dans la campagne. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Pour moi, c'est une vraie déception. Je pensais effectivement que ce continuum défense-sécurité, parce que les deux, finalement, aujourd'hui, en particulier dans notre pays, se mêlent, allait être au cœur des discussions, des projets des uns et des autres. On a vu que malheureusement, au travers d'un certain nombre d'affaires, ces sujets sont passés au deuxième plan, en particulier à l'occasion du premier débat, on a vu que les sujets de défense sont arrivés vers minuit, vous vous rendez compte, alors qu'on parle d'un budget pour la défense de plus de 33 milliards d'euros par an, avec des sujets stratégiques et de souveraineté, d'indépendance, qui sont cruciaux pour notre pays. Mais aussi d'emploi, l'industrie de l'armement, mais aussi l'industrie duale, où on fait à la fois du civil et des militaires, c'est beaucoup d'embauches dans notre pays, beaucoup de dynamique, des marchés à l'export qui réussissent, et on n'a quasiment pas parlé de ce sujet, c'est bien dommage. On a constaté néanmoins, chaque candidat a fait ses propositions dans le domaine, on a constaté que pour la première fois, c'est inédit, il y a un consensus, avec des nuances bien sûr, sur la nécessité d'augmenter l'effort de défense. On l'a vu, pas plus tard que la semaine dernière, vous participiez avec d'autres représentants des principaux candidats à un débat qui était organisé par l'association des jeunes de l'IHEDN et l'association des journalistes de défense. On a constaté qu'il y avait un assez grand consensus. À cette occasion, nous avons interrogé Jérôme Rivière qui conseille Marine Le Pen pour les questions de défense. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui au bord du déclassement. Jamais une armée n'aura été aussi employée et utilisée que par ceux qui l'ont désarmée. Nous considérons qu'il est important de procéder à un réarmement massif et brutal. Quand je dis brutal, c'est brutal dans le calendrier. Dès 2018, nous souhaitons que soit consacré 2% du PIB à l'effort de défense, avec ce budget qui sera porté aux alentours de 3% du PIB à la fin du quinquennat. Déclassement, nécessité d'un réarmement brutal, vous souscrivez à ces termes ? À l'évidence, le contrat opérationnel de nos armées, c'est-à-dire ce pourquoi nos armées ont été prévues, transformées, préparées, a complètement explosé au travers d'un certain nombre d'engagements de nos troupes, que ce soit sur la bande sahélo-saharienne ou au Levant, mais aussi en opération intérieure avec Sentinelle. Tout ça est dû aux attentats de 2015, avec un choix du président de la République et du ministre de la Défense qui a été de déployer nos troupes de manière pérenne sur le sol français et en opération extérieure. Et là, on a vu effectivement les compteurs s'affoler. J'ai l'habitude de citer un exemple qui est assez frappant. Le véhicule de l'avant blindé, vous savez, ce fameux VAB qui a plus de 40 ans, faisait 300 km par mois en Afghanistan. Il a fait 3000 aujourd'hui par mois, 3000 dans la bande sahélo-saharienne. Donc vous voyez l'usure du matériel qui est souvent obsolète, et surtout aussi l'usure, en tout cas le suremploi des hommes et des femmes qui servent dans nos armées. Donc à l'évidence, il y a un risque de rupture. D'ailleurs, il a été évoqué par le général de Villiers, le CEMA, en décembre dernier dans une tribune, et nous souscrivons effectivement à cette analyse. Elle aurait dû être quand même anticipée. C'est-à-dire on ne peut pas à la fois demander à nos troupes de faire beaucoup plus, et puis de ne pas avoir prévu que l'intendance suive. Donc à l'évidence, il y a à augmenter largement, sensiblement, le budget de la défense. François Fillon s'y est engagé. Il prévoit, lui, une atteinte des 2% du PIB, parce que c'est la norme en temps, mais c'est pas simplement que la norme en temps, c'est aussi des moyens supplémentaires pour nos armées. Et lui, c'est pour 2023. J'entends Jérôme Rivière qui annonce, lui, 2% tout de suite en 2018, mais il ne saura pas comment consommer ces moyens supplémentaires. On sait que tout ça est irréaliste, et d'ailleurs, c'est valable, cette analyse, tant du côté des industriels que de nos armées. Quant à 3% en 2022, où va-t-il trouver l'argent ? Il faut réduire le déficit dans notre pays. Donc vous voyez,
l'équilibre est un équilibre certes subtil, mais nous nous engageons, en tout cas nous, à donner les moyens à nos armées, tel d'ailleurs que le propose le chef d'état-major des armées, pour effectivement permettre d'une part de redonner un peu d'oxygène à nos troupes, et puis de ne pas risquer la rupture capacitaire, c'est-à-dire l'incapacité finalement de projeter nos troupes, soit sur le sol français, soit en opération extérieure. Donc c'est un engagement qui est fort, avec une pente qui sera une pente linéaire. Il n'y aura pas, comme c'est le cas aujourd'hui avec le gouvernement de M. Le Drian, un petit peu avec la loi de programmation actualisée, et puis beaucoup après 2017, comme par hasard, l'effort d'actualisation de la LPM se situe dans le cadre des exercices 2018-2019. C'est d'ailleurs ce que nous avons très souvent critiqué dans la proposition qui avait été faite d'actualisation de la LPM par le président de la République. François Fillon, votre candidat, déclarait récemment, en présentant son programme de défense, « La France ne peut pas être présente sur tous les fronts ». Sur cette question des opérations extérieures, les OPEX notamment, comme on dit, nous avons interrogé Georges Kuzmanovic, qui est le conseiller défense de Jean-Luc Mélenchon. Nous l'écoutons. Comme nous souhaitons réorganiser les armées de manière profonde et sérieuse au service des intérêts de la France, nous rappellerons nos troupes et nous ferons une pause stratégique de 4 ans, à l'exception des opérations extérieures menées sous mandat de l'ONU. Une pause stratégique. Jean-François Lamour, faut-il interrompre toutes ou certaines de nos opérations extérieures au Sahel, au Levant ou ailleurs ? La question doit se poser différemment. Quel est notre ennemi principal aujourd'hui? Quel est l'ennemi principal de la France? À l'évidence, en tout cas c'est la vision de François Fillon, c'est Daesh. Et donc il faut aller, Daesh, Al-Qaïda, en tout cas le terrorisme islamique. Il faut donc aller le chercher là où il se trouve pour éviter qu'il exporte vers notre pays les terroristes. Et les actes qu'on a pu encore voir, vous voyez, il y a quelques jours à Stockholm ou dans d'autres villes européennes. Donc ça, c'est un enjeu majeur et c'est notre priorité. Donc je ne vois pas très bien où se situe la pause stratégique. Pourquoi retirer des troupes qui sont indispensables, par exemple dans la bande sahélo-saharienne, au maintien au moins d'un, comment dirais-je, d'un cadre pour éviter effectivement qu'on ait à nouveau une sorte de réservoir de terroristes qui serait ensuite exporté vers la France. Il en est de même au Levant, où nous faisons exclusivement, d'ailleurs quasi exclusivement, des frappes aériennes. On a une batterie de César, de canons, qui se situe au sud de Mossoul, mais en résumé, c'est surtout des frappes aériennes que nous faisons. Je crois qu'il faut que nous maintenions cet effort. Pour autant, il faut trouver ensuite des solutions de sortie d'action militaire. Et il faut bien le dire aujourd'hui, l'action diplomatique de François Hollande dans ce domaine est quasi égale à zéro. Ce sont les militaires d'ailleurs qui ont créé, en tout cas qui ont initié le fameux G5 Sahel, oui. Cet outil diplomatique qui regroupe les 5 pays du Sahel concernés par ces actes terroristes. Malheureusement, nous ne voyons aucun soutien réel de la diplomatie européenne en particulier. C'est donc une initiative qui est pertinente, simplement il faut maintenant que la France reprenne pied au niveau de la diplomatie internationale, au Sahel au travers du G5 Sahel, et au Levant, autour d'une table où se situent déjà Poutine, Rouhani pour l'Iran, voilà, il faut, et bien sûr les Américains avec Trump, il faut être autour de la table. Aujourd'hui, en particulier au Levant, la France n'y est plus. Donc c'est pas le tout de dire on va retirer nos troupes. Pourquoi? Si c'est pour laisser libre cours à nouveau à des terreaux favorables au terrorisme qu'on va retrouver quelques mois plus tard sur notre pays, je pense que c'est extrêmement dangereux. C'est même un peu naïf comme démarche. Il faut certes imaginer ce que doit être l'après-intervention militaire française, mais pas l'inverse. On retire pas nos troupes et puis on se dit tiens, on va voir après comment ça va se passer dans les mois et les années qui viennent. Très clairement, nous pensons que nous sommes au Sahel pour encore plusieurs années, peut-être même une dizaine d'années. Il faut donc effectivement, plutôt que de dire que nous retrouverons nos troupes, faire jouer la solidarité européenne dans ce domaine. Monsieur Hollande, en novembre 2015, alors que nous étions réunis en congrès à Versailles, avait appelé à cette solidarité au travers de l'article 42.7 du traité européen. Le résultat des courses, c'est rien, ou quasiment rien. Alors on entend des Allemands qui sont aujourd'hui peut-être plus attentifs à cette question, tant mieux. Pour l'instant, on voit
peu d'éléments concrets qui arrivent sur le sol africain, et nous attendons également que d'autres pays européens viennent nous aider à contenir ce djihadisme en Afrique. Et puis, dernier élément qui est important, c'est le Brexit. La sortie des Anglais, dont vous savez que c'est les seuls avec nous qui sommes capables d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, va poser le problème d'une alliance européenne. Il ne s'agit pas de créer une armée européenne, mais de faire que cette solidarité dont je parlais tout à l'heure fonctionne mieux. Et là aussi, M. Hollande, malheureusement, a laissé les choses quasiment en l'état pendant 5 ans. C'est bien dommage. Et François Fillon souhaite s'engager effectivement résolument dans cette création d'alliance européenne en matière de défense. François Fillon, président, la France continuera d'être présente au sein de la coalition pour combattre Daesh en Irak et en Syrie. Mais c'est notre intérêt. Je veux dire, je rappelle, voilà, il faut bien serrer les problèmes et dire, mais quel est notre ennemi ? Quel est l'ennemi principal de la France ? C'est Daesh. En tout cas, le terrorisme islamique. Alors, il faut être là. On ne peut pas jouer un coup oui, un coup non. J'entendais M. Macron nous dire un peu en Syrie d'action, et puis il faut être autour... Non, on est autour de la table, on fait les choses, on coordonne, et ensuite, si c'est nécessaire, on frappe. On n'est pas un coup dans le zig, un coup dans le zag. Je pense que c'est d'ailleurs assez symptomatique, cette position de M. Macron. Elle ressemble étrangement à celle de M. Hollande. C'est valable pour la défense, c'est valable pour bien d'autres sujets. Une autre question qui est apparue dans la campagne et qui a suscité quelques avis divergents. Nous avons demandé à Jean-Jacques Bridet, député PS, et qui conseille Emmanuel Macron sur les questions de défense, quel est le sujet phare du programme de son candidat en matière de défense. On l'écoute. La mesure la plus originale et la plus forte, c'est le service national universel. Parce que ce n'est pas que de la défense militaire, ce n'est pas que de l'armée, c'est aussi un sens civique, c'est les valeurs républicaines, c'est l'engagement des jeunes à la chose publique, à la chose militaire. Et donc c'est ce pari qu'il faut qu'on réussisse. Un service national obligatoire, universel, pour resserrer les liens entre l'armée et la nation, vous y croyez ? Il aurait dû préciser quel type de service. On peut toujours effectivement imaginer un service national un peu comme celui qu'on a connu avant 1996, un service d'1 an. D'ailleurs, Mélenchon, je crois, le propose. Oui. L'addition est salée, 8 milliards d'euros. Mélenchon, je ne sais pas où il trouve l'argent d'ailleurs. Il doit fabriquer les billets dans sa cave, parce qu'il accumule comme ça les dépenses. Une vingtaine de milliards pour les infrastructures. Voilà, mais 8 milliards de fonctionnement en gros. Vous imaginez, ça veut dire aussi créer une armée, une autre armée, puisqu'il faudra encadrer ces jeunes. Et vous le savez, les soldats sont comptés. Le gouvernement actuel a fait en sorte d'atténuer un peu la déflation en matière d'emplois militaires, puisqu'il n'y aura qu'une quinzaine, 18 000 suppressions d'emplois dans le domaine militaire sur cette LPM actuelle, mais il y a quand même eu déflation. Elle a été stoppée, mais il y a eu déflation au début du quinquennat de M. Hollande. Donc ça veut dire recruter du personnel supplémentaire, plusieurs dizaines de milliers de soldats pour encadrer ces jeunes. Ça, c'est la première des choses, avec un coût faramineux. Alors Macron, lui, il se débrouille, il dit « Ah non, ça sera 1 mois pendant les vacances ». Bon, une colonie de vacances militaires, tout ça n'a pas grand sens, alors c'est moins cher, 2 milliards à peu près, enfin on demande quand même à vérifier le coût, mais pour quel intérêt ? François Fillon a eu justement une réponse assez calibrée qui disait « Mais est-ce que c'est à 18 ans qu'on inculque les principes de citoyenneté à nos jeunes ?» Non, c'est beaucoup plus tôt, c'est vers 12, 13, 14 ans. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on doit leur inculquer un certain nombre de principes, comme celui de l'autorité, celui de la capacité à vivre ensemble. C'est pas à 18 ans comme, malheureusement, souvent, le mal est fait. Quand Jean-Jacques Bridet parle de l'apprentissage de cette citoyenneté, je vois bien qu'il évoque ceux qui sont le plus éloignés de la République, mais il faut les traiter avant, pas à 18 ans. Je crois donc que c'est plus, non pas original, mais ça déstabilise profondément nos armées, ça n'apporte absolument rien, ça a un coût. Je préfère, s'il y a 1,5 milliard à mettre, qu'on le mette dans l'équipement de nos soldats, mieux les protéger, on parlait des VAP tout à l'heure, pourquoi pas accélérer le programme Scorpion, qui leur permettrait d'être dans de meilleures conditions, donner par exemple des moyens supplémentaires aux familles de nos soldats, par exemple en rénovant les casernes, elles sont dans un état pitoyable, voilà des outils à disposition de nos armées, et pas une charge supplémentaire qui n'apporte quasiment rien à notre jeunesse. Jean-François Lamour, une dernière question, avec une réponse rapide. En novembre 2015, au régional,
un policier sur 2 et un militaire sur 2, plus d'un sur 2, 51% votaient pour le FN en 2017. Ah, je vous confirme effectivement cette tentation. Je pense que c'est la perte d'autorité du président de la République, de l'État au sens large du terme, le fait que des gendarmes ou des policiers appréhendent des contrevenants et les voient libérés le lendemain, faute effectivement d'une justice adaptée qui crée effectivement ce trouble, des moyens qui manquent également, je viens d'en parler tout à l'heure, des moyens dans la vie quotidienne, mais aussi pour exercer leur métier. Donc l'exaspération est totale, qu'ils entendent et qu'ils écoutent les programmes, des programmes sérieux qui sont capables d'être appliqués. J'espère en tout cas qu'ils vont entendre ce message de François Fillon. Le Front National, citiez-vous, qui est le refermement, ou en tout cas le repli sur soi, n'apporte rien. On n'est pas fort quand on est 67 millions, on est fort quand on est sûr de ses convictions et qu'on travaille avec 500 millions d'Européens, mais en respectant les règles, et en particulier celles de l'autorité et des moyens nécessaires pour appliquer cette autorité. Voilà le message que François Fillon leur envoie. Jean-François Lamour, merci.